Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. Venez prendre place pour cette nouvelle conférence autour de la thématique de la méthanisation agricole. La salle est pleine, on peut y aller, c'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette matinée pour la première table ronde de la semaine consacrée à la méthanisation agricole. Il y en aura d'autres. Donc je m'appelle Julien Schmitt et je suis adjoint à la déléguée territoriale Rhône-Méditerranée de Natran. C'est le principal opérateur de réseau de transport de gaz en France. Pour débuter, je voudrais rappeler que la méthanisation agricole elle est devenue en quelques années un véritable moteur de la transition agricole et énergétique. Depuis la mise en place des mécanismes de soutien en 2006, puis en 2011, l'essor de la méthanisation il est remarquable. La France compte aujourd'hui plus de 1800 méthaniseurs, dont près de 800 qui injectent du biométhane dans les réseaux de gaz, ce qui fait de la France aujourd'hui le pays numéro 1 en Europe. Donc ce développement, il repose très largement sur le monde agricole, qui représente plus des 3/4, c'est 3/4 environ des projets. Et on a eu une première vague qui est née entre 2011 et 2019, qui a été portée par des agriculteurs, des agricultrices que je qualifierais de pionniers, véritables entrepreneurs qui ont ouvert la voie. Aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre avec des objectifs ambitieux. Donc je vais utiliser des gros mots, 44 TWh, donc c'est des quantités d'énergie, qui sont prévues en 2030 avec l'arrivée de nouveaux modèles économiques. Dans ce contexte, de nombreux porteurs de projets agricoles ne se reconnaissent plus dans la filière des pionniers. Ils doivent composer avec un manque de temps, éventuellement de ressources humaines, financières, ou encore la difficulté à maîtriser des expertises diverses et variées. Ils ont besoin d'un accompagnement solide pour réussir à franchir le pas. Alors aujourd'hui, quelle est la meilleure façon de se faire accompagner quand on est agriculteur et quand on veut se lancer? Quelle garantie, quel modèle, avec quel partenaire? C'est ce que nous allons explorer ensemble avec mes 4 invités. Donc j'ai le plaisir d'être entouré ce matin de 4 professionnels passionnés, complémentaires, qui ont chacun une vision très incarnée du co-développement. Vous allez voir, le terme il est important, je vais l'utiliser à plusieurs reprises. Retenez-le, donc co-développement de la méthanisation agricole. À ma droite, ici, Vincent Tisser. Vous êtes président et cofondateur de Biogazring, une entreprise toute jeune puisque créée le 23 septembre de cette année, mais dont les 3 fondateurs sont des acteurs chevronnés de la méthanisation. Olivier Rebaud, à côté, vous dirigez Neios, un collectif d'associés agriculteurs méthaniseurs et d'experts techniques de la méthanisation agricole. Ah, vous avez inversé. Maxime Fabre, tout au bout, vous êtes directeur adjoint de CEIA Conseil. Vous représentez aujourd'hui le groupe CEIA, groupe structuré autour d'une vision globale de la méthanisation agricole. Et enfin, Quentin Froment, ici, vous êtes le cofondateur de TNA Énergie qui défend une approche partenariale et sur mesure des projets de méthanisation agricole. Bien évidemment, il existe d'autres entreprises sur le marché que celles de nos intervenants. Soyez curieux, renseignez-vous. On vous projette ici des annuaires. Donc si je peux les citer, on a aussi ici par exemple un trio local d'entreprises, Origami, Biovalo et Xylem, ainsi que l'historique Opal Énergie engagée qui est présente sur le salon, qui sont présents et qui pourront vous aider. Pour rentrer dans le vif du sujet, messieurs, j'aimerais commencer cette table ronde en abordant la thématique du bon accompagnement. C'est quoi au juste? Vincent Tisser, je vous laisse prendre un micro. Et on m'appelle en même temps, j'aurais mieux fait de couper mon téléphone. Bonjour à tous. Je croyais que c'était mon téléphone, je suis bien content. Non, c'est moi, je vais l'éteindre pendant que vous parlez. Bon, merci pour cette introduction. Je vois que la salle se remplit petit à petit. J'espère qu'à la fin de cette table ronde, il y aura un petit peu plus de monde. Donc pour me présenter, Vincent Tisser, je suis président de Biogazring. Ça fait une quinzaine d'années que j'œuvre dans le secteur de l'énergie, précisément une dizaine d'années dans le secteur du biogaz, de la méthanisation. Donc j'ai travaillé sur de la méthanisation agricole, mais aussi sur des centres d'enfouissement. Et en début 2025, on a décidé de créer Biogazring avec mon associé Aloïs Klein, qui est un agriculteur méthaniseur qui a développé pas mal de projets du côté du monde du Lyonnais, donc en tant que développeur et exploitant. Donc on a réfléchi avec Aloïs et finalement
De cette envie, de cette passion qui nous anime, l'envie aussi de partager nos retours d'expérience, on s'est dit que c'était intéressant de créer une structure. Alors avoir l'envie, l'enthousiasme, c'est bien, c'est pas suffisant. On a analysé également quel était le gisement encore disponible et on se rend compte, comme le disait Julien, que depuis une dizaine d'années, les pionniers, les entrepreneurs ont développé leurs projets de méthanisation, généralement dans le nord de la France, ont développé autour de leur site quelques projets, on va dire en périphérie, pour aider les voisins. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gisements à mobiliser. Et souvent, en fait, les agriculteurs qui disposent de ces gisements manquent de temps, manquent parfois de ressources financières, manquent de retour d'expérience, donc ne savent pas forcément par quel bout le prendre. Et là, je pense qu'on se retrouve avec mes confrères, on peut jouer ce rôle de tiers de confiance pour aider les collectifs à s'organiser afin d'opérer ce changement qui est un changement important. On change vraiment de pratique lorsqu'on va vers la méthanisation, mais lorsque ce changement est bien pensé, bien organisé, c'est pour le mieux. Les exploitations deviennent plus résilientes, on contribue à la transition énergétique en produisant du gaz vert. Effectivement, les objectifs sont ambitieux, mais le potentiel est là. Alors pour faire ça, nous, notre approche, finalement, on se rend compte que de notre point de vue, les meilleurs exploitants d'unités sont les agriculteurs. Ils sont habitués depuis des décennies à travailler avec des machines-outils. Et finalement, pour nous, ça a été assez naturel de créer une équipe hybride qui regroupe ingénieurs et agriculteurs. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une approche à 360 des projets. On peut adresser la partie agronomique, que ce soit la mise en place des différentes cultures intermédiaires, récolte des déchets, on travaille la partie épandage. Et ça nous permet donc de pouvoir parler au monde agricole. Et évidemment, il faut de la rigueur pour développer un projet et l'exploiter. Et c'est là où c'est nécessaire d'avoir les personnes bien formées. Merci Vincent. Olivier, je me tourne vers vous. Et hop, c'est vous qui prenez le micro. Pourquoi, pour vous, la gouvernance d'un projet de méthanisation agricole, c'est aujourd'hui aussi stratégique que la technique, le financement ou l'industrialisation d'un projet? Alors, le sujet de la gouvernance, il est décisif parce que les projets de méthanisation sont des projets extrêmement longs, avec des pas de temps de 15, 20, 30 ans. Et la vie des exploitations ou des porteurs de projets va changer sur cette durée. Et en revanche, le projet, lui, doit perdurer de manière relativement continue. Et donc, on se rend compte que des acteurs développeurs, professionnels spécialisés dans la filière, eux, sont habitués à gérer ce genre de problématiques. Ils ont une continuité dans le temps qui est assurée. Mais dans le monde agricole, il y a une évolutivité un peu plus forte qui est parfois, pas forcément contradictoire, mais peut-être en opposition un peu avec la durée de temps nécessaire pour porter ces projets. Et en revanche, donc j'ai fondé Neios avec plusieurs associés. On pense que la méthanisation est un outil de pérennisation de l'agriculture. Et donc on veut que la méthanisation reste agricole. On est très attaché à ça. Et donc je reprends l'expression de tiers de confiance. On pense que le tiers de confiance peut être un acteur qui va permettre d'assurer cette pérennité. Et donc, la gouvernance avec une vision long terme est un outil pour préserver le projet, pour le permettre de le faire émerger et pour lui assurer la durabilité la plus longue. Peut-être pour illustrer, le meilleur exemple, c'est le projet collectif, multi-acteurs, qui va peut-être connaître quelques difficultés au bout de 10 ans, au bout de 2 ans, ou 12 ans, parce que des gens auront décidé de changer d'activité, d'aller faire autre chose. Et donc, ça nous paraît hyper décisif au démarrage d'avoir imaginé une gouvernance qui permette de survivre à ces évolutions normales de structure et d'entreprise. Et Neios s'attache particulièrement, mais je crois comme mes confrères, à mettre en place une gouvernance dans les sociétés de projet qui permettent d'assurer de la résilience dans les projets. Merci Olivier. Je vais passer la parole à Maxime, Maxime Fabre du groupe CEIA. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui CEIA propose une offre aussi complète pour accompagner les agriculteurs qui travaillent avec vous? Bonjour à tous. Merci Julien pour la participation
à cette table ronde d'aujourd'hui. Pour le groupe CA, en fait, ça réside dans l'adaptation de la filière. Et pour ceux qui connaissent le président fondateur, donc Nicolas Ribes, par sa faculté a toujours regardé quelles étaient les problématiques que la filière rencontrait et de s'adapter à ces problématiques. Si on reprend en fait juste l'historique de la filière, on comprend du coup l'évolution du groupe CA. Donc à la base, on a le bureau d'études vraiment qui développe des projets, qui accompagne le développement de projets et qui permet d'exploiter après les sites, de faire du suivi agronomique, biologique. Donc ça a été vraiment le développement du bureau d'études jusqu'en 2019. Et après, la filière a évolué. Mes confrères là aujourd'hui et nous au sein du groupe CA, on a vu que les conditions d'accès au financement privé, au financement bancaire étaient plus compliquées qu'avant, plus complexes. Et du coup, il fallait s'adapter. Quand avant, il était plus simple de lever une dette bancaire, ça devenait de plus en plus compliqué. Et donc, on a créé l'outil CA Finance en s'adaptant à cette problématique-là pour pouvoir apporter les comptes courants que les associés agriculteurs ne pouvaient pas faire. Ensuite, on s'est dit quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer du coup des porteurs de projets. Ça va être d'avoir un bon constructeur, d'avoir de la main-d'œuvre pour gérer les sites et d'avoir du coup des approvisionnements nécessaires pour ne pas manquer de nourriture pour les méta. Et du coup, on a les constructeurs aujourd'hui, on sait très bien quels sont les constructeurs qui ne marchent pas dans cette filière. De toute manière, ceux qui ne marchent pas, ils ne sont plus là. Donc on travaille avec ceux qui représentent la plupart du marché. Et sur la partie groupement d'employeurs, on a créé du coup CA Emploi, ce qui nous permet d'avoir de la main-d'œuvre qui est mise à disposition des sites, de la main-d'œuvre formée, de la main-d'œuvre du coup rapidement disponible. Sur la partie appro, pareil, on s'est dit si on crée du coup une structure qui permet d'avoir ce côté-là en interne, c'est des risques qui sont moins pris. Donc aujourd'hui, en fait, le groupe CA s'est développé en même temps que la filière et en disant quelles sont les contraintes qu'on a, quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer. Et on est un peu une boîte à tiroirs où les exploitants peuvent un peu choisir ce dont ils ont besoin pour monter leur projet. Parce qu'on a une typologie différente et je pense qu'on le voit tous de porteurs de projets. Certains qui ont besoin d'être accompagnés plus sur la partie agricole, d'autres sur la partie financière, d'autres, il va leur manquer un peu d'appro. Et d'avoir toute cette globalité, un peu de pouvoir tirer dans tous les tiroirs aujourd'hui, c'est un peu la force du groupe. Maxime Pham, merci. Je vais passer la parole à Quentin Froment, cofondateur de Ténéa Énergie. Quand on a préparé la table ronde, il y a un mot qui est revenu régulièrement, c'était partenaire. En quoi le fait d'être partenaire avec les agriculteurs change-t-il la relation entre eux et vous ? Merci Julien, merci Natran de nous permettre de faire cette table ronde et de pouvoir évoquer le sujet qui nous tient tant à cœur de développement ou de co-développement de méta agricole. Donc Quentin Froment, moi je suis un des associés fondateurs de Ténéa. Ténéa, on a également démarré dans la méta par le biais de la partie technique, en l'occurrence bureau d'études. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que les projets qu'on adressait, ils avaient la plupart du temps des problématiques assez diverses. Et donc, je reprends un peu l'expression qui a été utilisée de tiroir, de dire en fait, il y a souvent une branche qui manque dans les projets de méta pour les agriculteurs. Et donc, on a aussi évolué dans ce modèle-là en devenant des associés véritablement dans les projets de méthanisation. Donc on passe de prestataire à partenaire et dans le mot partenaire pour nous ça veut dire être associé dans les projets de méthanisation de manière minoritaire forcément, de manière à ce que les projets restent vraiment entre les mains des agriculteurs. Être associé, ça nous permet de regarder dans le même sens tout au long du projet. C'est-à-dire que dès le départ, on va avoir envie d'adresser les problématiques de la même façon, on va avoir la même gestion du risque que l'on va porter durant tout le développement du projet, et ce, en donnant les cartes aux agriculteurs, en leur faisant des suggestions sur des choix, mais ça sera toujours eux qui seront décideurs. Notre objectif étant vraiment là pour guider les agriculteurs, pour que le projet qui sera fait sur mesure pour eux sera vraiment décidé par eux et pour un temps long. Et donc pour nous, être associés, ça nous permet à nouveau d'avoir des intérêts qui soient alignés. Donc on ne va pas avoir besoin d'avoir une relation de client, parce qu'on n'a pas de clients, on n'a que des partenaires.
Et donc, on va regarder à long terme, y compris dans l'exploitation, parce que notre objectif à terme, c'est bien que l'ensemble du projet qu'aura été imaginé, et dans projet, on va mettre évidemment la méta, mais pas que. Il y a aussi l'impact que va avoir la méta sur la ferme, que ce soit au niveau de l'impact dans la fourniture d'intrants, donc la valeur ajoutée qu'elle va apporter sur les fermes, le retour au sol du digesta avec son impact agronomique. Donc pour nous, voilà, l'ensemble de tout ce système est à regarder dans sa globalité. Et évidemment, au moins pour 15 ans, parce qu'on a cette chance d'avoir un contrat garanti, mais pas que, parce que la méta est prévue pour du plus long terme que ça. Merci Quentin. Donc, pour poursuivre notre table ronde, je vais maintenant inviter nos intervenants à s'exprimer pour passer du rêve au concret. Donc ça va être comment lever les freins et sécuriser les projets. Vincent Tisser, vous avez récupéré le micro, très bien, pour Biogazring. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, très concrètement, un accompagnement personnalisé pour co-développer un projet de méthanisation agricole? Alors, la question finalement, elle peut paraître simple, mais elle n'est pas tant que ça. Déjà pour resituer un petit peu Biogazring, on a choisi ce nom, donc c'est ce nom anglais finalement, mais que tout le monde peut comprendre. Bon, puisque notre ambition c'est de travailler bien sûr en France, mais potentiellement aussi de s'étendre sur des pays voisins. Ring, ça veut dire alliance partenaire. Donc pour nous c'est hyper important de travailler en partenariat avec les gens de la filière déjà en place, qui travaillent très bien. Donc ça fait partie des choses importantes. Et ce partenariat aussi, évidemment, pour reprendre un petit peu ce qu'expliquait Quentin, on l'envisage aussi avec nos clients parce que les projets sont des projets long terme. On développe, ça dure 2-3 ans, et puis on l'exploite sur une quinzaine d'années. Donc il y a effectivement cette nécessité d'être au plus près des porteurs de projets. Sur mesure aussi, pour nous, alors ça c'est le fruit d'expériences passées, mais on veut être le plus possible orienté client. Orienté client, on peut le faire parce qu'on est une société à taille humaine. Ça veut dire pour nous être vraiment à l'écoute des besoins des clients et regarder quels sont les sujets à adresser. Les sujets à adresser sont de nature diverse en fonction des projets. Alors ça peut être des problématiques techniques, ça peut être des problématiques financières, parfois un manque de ressources financières. Donc il faut trouver les moyens de faire émerger les projets lorsque les projets sont de qualité en termes de gisement, de gouvernance. Lorsqu'on valide que les piliers du projet sont bons, il faut trouver les moyens de le concrétiser. Ça se traduit chez nous par une offre qui marche pas mal auprès de la clientèle agricole actuellement, qu'on a appelée Biométhane Tranquillité. Tranquillité, pourquoi? En fait, on veut apporter de la sérénité à nos partenaires, donc les aider à prendre les bonnes décisions, les aider à choisir les bons partenaires techniques. C'est hyper important de les mettre dans des bonnes mains parce qu'on est sur des projets long terme et il faut que ça fonctionne. Ce qui est clé, c'est d'assurer une recette sur la durée pour avoir une rentabilité. Tout simplement, on revient à des basiques, mais il faut pouvoir payer sa dette. Donc ça, c'est hyper important. Biométhane Tranquillité, dedans aussi, ce qu'on met, c'est notre expertise avec une volonté d'accélérer les projets. Les projets qui durent trop longtemps, malheureusement, on en a tous en portefeuille, mais on veut amener de la pratique, du process et de l'engagement. Ce sont des projets de terrain, donc on s'engage réellement sur le terrain pour faire avancer les sujets. Merci. Pour continuer, là, on a jusqu'à présent beaucoup parlé de projets neufs. On peut aussi parler de sites qui sont déjà en fonctionnement. Olivier, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez parlé de retournement de sites en exploitation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui. Merci. Le retournement, c'est un terme employé par les fonds financiers, mais c'est globalement l'idée de dire qu'une entreprise qui ne va pas bien, on peut l'aider à aller mieux. Et il y a deux principes fondateurs dans ça. C'est que la première chose, c'est que quand on ne va pas bien dans une unité de méthanisation, on ne fait pas exprès. C'est jamais un choix d'avoir une entreprise qui a des difficultés. Et le deuxième constat, c'est que globalement, une unité de méthanisation, quand ça fonctionne bien, ça rapporte de l'argent. Et donc, toute unité de méthanisation doit gagner de l'argent. Et si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a des problèmes à identifier et à régler. Et les exploitants qui ont des difficultés, il y a toujours des raisons rationnelles à identifier et c'est jamais un choix que d'avoir des difficultés.
Notre approche, c'est de dire qu'il y a forcément une méthode. Le problème, alors chaque unité est un peu différente, donc le problème à chaque fois peut être différent, mais s'il y a un problème, ça peut être un problème de conception technique, ça peut être un problème d'intrant, ça peut être un problème d'exploitation, ça peut être un problème de temps disponible. Il peut y avoir une foultitude de très bonnes raisons qui expliquent pourquoi un site de méthanisation est en difficulté. Mais donc, ce qui est important, c'est de prendre le problème par le bon bout et d'identifier les problèmes qui ont conduit à des situations délicates et puis mettre en place des plans d'action pour les corriger. C'est très facile à dire autour d'une table ronde dans un salon. C'est beaucoup plus compliqué à faire quand on a la tête dans l'unité et qu'on est pris par le temps et pris par les difficultés. D'autant plus qu'en général, on a un cercle vicieux qui se met en route et quand on a des difficultés, on a des difficultés financières et qu'en général, on est extrêmement contraint pour régler ces problèmes parce qu'on a très peu accès au financement. Donc on se retrouve avec des situations où les exploitations ne délivrent pas les résultats des BP et puis les actions correctives éventuellement à mener, on n'a pas les moyens de les mener parce qu'on a coupé du financement. Et donc ce qu'on pense chez Neios, c'est que notre ambition de produire du gaz vert aux côtés du monde agricole, il peut aussi se traduire sur l'accompagnement de projets en difficulté pour aller s'associer, mettre en place un partenariat avec des gens où il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, mais ce qui ne veut pas forcément dire que tout est acheté. Et du coup, on a une ambition aussi d'aller retourner quelques entreprises en difficulté pour en faire des méthanisations vertueuses. Accessoirement, ça s'accompagne aussi de tout le mécanisme d'injection de la cogénération et de conversion de la cogénération en injection directe dans le réseau, qui nécessite des financements, qui nécessite des apports, et donc qui peut être... la solution de conversion est souvent une bonne solution. La conversion... Apport que vous pouvez... On peut vous faire tous autour de la table, je pense. Ouais. Ouais, c'est une des spécificités. Les entreprises de nos 4 intervenants sont susceptibles d'intervenir financièrement. Quand à chaque fois on parle de co-développement, il y a bien un sujet de monter au capital des sociétés projets, toujours de façon minoritaire, c'est une des spécificités, mais bien que ce soit des sites en service ou des sites nouveaux, qui est un partage du risque et de la valeur. Merci Olivier Rebaud. Maxime Fabre pour le groupe CEIA. J'aimerais que vous partagiez maintenant avec la salle quelques exemples où vous pensez que votre approche, que je qualifie d'intégrée, a été déterminante pour les agriculteurs que vous avez accompagnés. Je remercie Olivier du coup qui me fait une petite passe facile. Aujourd'hui, CEIA, on a accompagné une 35 sites qui tournent d'unités de méthanisation et on en a 30 qui font appel à une des structures du groupe. Donc au final, il y a un certain nombre d'exemples qui pourraient être cités, mais vu que Olivier a parlé de ça, j'en ai un qui vient facilement en tête. C'est le tout premier site que Nicolas Ribes a développé, Agritexia en Ardèche, où en fait on est typiquement dans ce cas de figure où on avait un groupe collectif un gros groupe d'exploitants. Personne n'avait pris le lead et au final, du coup, la société, l'unité s'est dégradée et on s'est retrouvé avec une situation économique au bout d'une dizaine d'années presque dramatique. Les exploitants sont revenus chercher Nicolas en disant soit là maintenant on dépose le bilan, soit il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne la chose et on aimerait que ce soit toi. Et c'est là que en fait, on a pu voir la force du groupe CEIA et ce dont parlait aussi Olivier, de pouvoir s'adapter et qu'une méta, ça doit marcher. Si tout est bien fait, normalement, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc, c'est là qu'avoir des multi-compétences et un certain retour d'expérience, c'est précieux parce qu'on a pu... on peut refaire des choses à partir de quelque chose qui existe mais qui ne marche pas bien. On a mis des salariés sur ce groupe-là, on s'est adapté. Les exploitants nous ont dit, nous, on ne veut toujours pas mettre les mains dedans, on veut juste apporter notre matière et épandre. Donc on a mis des salariés qui aujourd'hui exploitent le site. On a doublé la production en du coup apportant des gisements via la structure d'approvisionnement. Et on a pu convertir du coup la cogénération via Metagora, du coup qui travaille sur tous les modèles de l'après-tarif OA, donc tout ce qui est CPB et autres, en du coup transformant ce site-là en premier hub d'injection de gaz porté
en France, du coup, qui est une première. Et du coup, montrer que, encore une fois, comme le disait Olivier, ces sites-là qui ont une première vie qui n'était peut-être pas celle attendue au final pour X ou Y raison, on peut remettre de l'énergie, on peut, grâce à des structures comme les nôtres, faire de nouvelles choses, donner un second souffle pour arriver au résultat qui à la base était espéré. Merci Maxime. Quentin Froment pour TNA Énergie. On a évoqué la notion de partenariat qui était chère à vos yeux. Justement, quelle posture adoptez-vous avec vos partenaires agricoles pour qu'un projet aille jusqu'au bout et pour qu'il franchisse tous les obstacles? Alors un projet, je crois qu'on l'a tous dit, ça peut être long, ça peut être assez complexe et ça peut faire peur. Néanmoins, il y a des guides pour que ça aille au bout. Et je crois que nos 4 structures en sont des exemples. Chez TNA, on se voit un peu comme des copilotes. Donc l'objectif à nouveau, c'est que ça reste le projet de l'agriculteur ou des agriculteurs. Néanmoins, l'idée, c'est de mettre des guides en fait, pour que le chemin soit balisé et qu'il y ait de la transparence aussi sur ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que quand on démarre un projet de méthanisation en étant agriculteur, je pense encore plus il y a 10 ans pour les premiers qui l'ont fait, ce que vous avez qualifié de pionnier, il fallait vraiment être courageux, il fallait vouloir aller au bout et mettre beaucoup d'énergie. Notre objectif, c'est aujourd'hui, on voit bien, on a une nouvelle vague d'agriculteurs qui se disent, ils ont vu que d'autres l'ont fait, ils ont des retours d'expérience. Énormément sont très bons, même si ce n'est pas toujours ceux qu'on voit le plus dans la presse. Néanmoins, la plupart des méthaniseurs fonctionnent très bien, gagnent de l'argent et les agriculteurs sont très satisfaits, y compris de leur retombée sur leur ferme. Donc vraiment, il y a une envie d'aller faire de la méta. Et pour ça, cette nouvelle vague d'agriculteurs, ils se disent que peut-être qu'ils manquent de temps, ils manquent d'énergie, ils manquent de finances, ils manquent de technique, les sujets qu'on a déjà évoqués. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre ça à disposition en disant qu'est-ce que vous voulez faire dans le projet et qu'est-ce qu'on va vous amener en complément. Et donc des structures comme les 4 nôtres sont capables de faire ça, d'amener ce qui va manquer à l'agriculteur. Mais l'avantage, c'est qu'on a la vision d'ensemble, on a la vision de où est-ce qu'on veut amener le projet et du coup, on prend un petit peu, c'est une image que galvaudée, mais un peu par la main en disant voilà, l'étape d'après, c'est celle-là et on avance une étape les unes après les autres. Et finalement, un projet qui n'a pas de recours ou qui n'a pas vraiment de problématiques sur le terrain, il peut en fait sortir finalement assez vite. Et donc l'idée reçue que c'est forcément très long, et parfois on lui tord un peu le cou. Donc notre objectif, c'est de vraiment faire sortir tous les projets. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui restent sur le bord du chemin. À partir du moment où ils sont bien adressés, on a pris en compte l'ensemble des problématiques. Et je pense que le pire, c'est ce qu'évoquait Maxime aussi, c'est de dire un projet qui ne marche pas, derrière, il va nécessiter encore plus d'énergie, encore plus de personnes à solliciter. S'il a été bien conçu dès le départ, après, derrière, on n'a plus qu'à dérouler. Alors évidemment, il y a de l'humain dans tout ça, il y a des parcours de vie aussi. Et donc, l'idée, c'est de ne pas être seul, de ne pas être isolé, surtout pour le faire, et de savoir attraper les mains au passage quand il y en a besoin. Merci Quentin. On le voit, je suis encore appelé, ça n'arrête pas. Pour rebondir sur l'énergie que vous évoquiez, pour terminer sur cette table ronde, je pense qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Et donc, on va voir avec nos 4 intervenants quels conseils ils peuvent donner à ceux qui hésitent. Donc, Vincent Tisser pour Biogazring. Que diriez-vous à une agricultrice ou un agriculteur qui hésite encore à se lancer? Je lui dirais que c'est normal d'hésiter, c'est normal de réfléchir. Ça, c'est, on va dire, le début du processus, mais il ne faut pas que cette hésitation, on va dire, paralyse toute action. C'est un changement de pratique, s'orienter vers la méthanisation, donc ça c'est clair. Donc il faut avoir cette vision long terme, mais un changement de pratique pour le meilleur. Donc il y a quand même un vrai intérêt pour les agriculteurs à être les premiers de leur secteur, à s'orienter vers cette filière qui, nous on le croit dans cette conviction et on le voit par rapport à ces unités qui fonctionnent bien, amène réellement un bol d'air à ces exploitations qui se sont lancées. Donc ça, c'est effectivement très positif. Donc ensuite, au niveau il faut être proactif, donc il faut être curieux. Être curieux, ça veut dire se renseigner sur les différentes entreprises de la filière susceptibles de les aider, de les accompagner. Donc il faut trouver effectivement l'entreprise qui répond bien en termes
de besoins à satisfaire, qui répond bien aussi en termes de feeling. On est sur des projets humains où l'humain est très important. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Visiter des sites aussi. C'est également important de toucher du doigt ce qu'est réellement une exploitation, une unité de méthanisation agricole. Donc ça, j'encourage tous les agriculteurs qui se posent la question à visiter. On peut d'ailleurs, nous, avec Biogazring, proposer de visiter un certain nombre de sites. Une fois qu'on a un petit peu mûri ce projet, alors là, je vais faire un petit peu la publicité de mon entreprise. J'imagine que chacun pourra faire la sienne. Nous, ce qu'on propose, c'est justement de rencontrer les agriculteurs, de fournir une petite étude préliminaire, regarder un petit peu les piliers du projet, le gisement, le raccordement, la gouvernance, le terrain, l'épandage, regarder un petit peu s'il y a matière à faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut offrir aux partenaires agricoles. Et puis le conseil de la fin, ça serait vraiment d'être proactif, de rencontrer les bons acteurs et de bien s'entourer, effectivement, pour être serein sur la durée et faire véritablement de votre projet un succès. Merci Vincent. Olivier, je me tourne vers vous. Selon vous, dans quelles conditions la méthanisation, qu'elle soit sur une installation existante ou sur une installation neuve, on va la qualifier de sans risque? Alors je sais que le terme sans risque dans la méthanisation, c'est pas facile, mais voilà, qu'est-ce qui pour vous, c'est quoi les éléments clés pour que ça se passe bien pour ces méthaniseurs? Alors, sans risque, chaque projet, il y a toujours du risque dans un projet, donc le risque, on ne peut pas l'enlever. Le risque, il sera là et on ne peut rien faire par rapport à ça. En revanche, le risque, on peut essayer de le cloisonner, on peut essayer de le gérer, on peut le prendre ou le faire prendre. On n'est pas obligé de prendre soi-même le risque. Et donc pour moi, l'idée je parle souvent de dérisquer la méthanisation. En fait, dérisquer, ça veut dire dérisquer pour un acteur en faisant porter le risque par un autre. La question, elle porte sur le financement, par exemple. Et nombre de co-développeurs, c'est ce que fait Neios, mais je pense que c'est ce que font mes collègues, on porte le risque financier de développement. C'est-à-dire qu'on va investir nous-mêmes des fonds qu'on ne récupérera pas si jamais le projet ne va pas au bout, tout ou partie. Et donc, en fait, on ne fait pas disparaître le risque. Mais pour rassurer notre auditoire, vous investissez en minoritaire? On est toujours minoritaire dans les projets. Toujours l'idée que la méthanisation est un outil de pérennisation de l'agriculture et donc l'agriculture doit rester majoritaire. Mais en tout cas, en étant minoritaire, on peut quand même porter majoritairement le risque. On peut décorréler les deux. Donc le risque financier, il peut être transféré à quelqu'un d'autre. Ça ne le fait pas disparaître, mais le porteur de projet agricole ne le porte pas. Le risque technique, c'est pareil, il ne peut pas disparaître. Mais en revanche, on peut s'associer à des experts qui vont le maîtriser du mieux qu'ils peuvent, et donc on va le limiter. Il existera toujours. Le risque d'appro, exactement de la même manière, contractualiser tous les gisements, ça ne fait pas disparaître le risque, mais ça le gère en partie. On parlait au début de la gouvernance. Le risque de gouvernance, il est fondamental dans les projets de méthanisation. On peut faire des statuts, des pactes d'associés plus ou moins développés, et le tiers de confiance va être un outil pour gérer ce risque. Donc, en conclusion, je pense que le risque, il sera toujours là, ça sera toujours le même, mais choisir le bon modèle de développement, ça va faire porter le risque à la bonne personne, pour qu'on soit à l'aise. Et juste pour ajouter un dernier mot, c'est que aujourd'hui, la méthanisation, c'est une activité économique rentable. Et donc, le risque de développer des projets, il va être pris. Et l'enjeu, c'est de savoir s'il est pris par la filière agricole ou par d'autres filières. Donc, nous, on agit pour que la filière agricole porte les projets en apportant des solutions de dérisquage maximal. Mais voilà, ce risque va être pris par des industriels, par des agriculteurs, par différents acteurs. Donc, le monde agricole a les manettes pour porter ces projets, il faut y aller. Il faut passer à l'action. Merci Olivier. Maxime Fab pour le groupe CEIA. On a évoqué ensemble la notion de mariage. Qu'est-ce qui fait durer la relation entre CEIA et les agriculteurs qui sont vos partenaires ou avec qui vous êtes mariés sur du long terme? C'est aux exploitants qu'il faudrait se poser cette question plus qu'à nous. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a déjà été évoqué, c'est le fait que ce soit sur du long terme. Comme tu dis, tu parles de mariage.
je pense qu'il y a forcément de la confiance. Et la confiance, avec tout ce que vient de dire aussi Olivier au niveau du risque, s'instaure au fur et à mesure. Et aujourd'hui, la proximité qu'on peut avoir avec ces exploitants, les comprendre, le fait qu'on chacun de nous ait ses avantages dans les sociétés, le fait d'avoir la possibilité de creuser ces thématiques agricoles avec les parties interculture, les parties digesta. C'est des choses qui parlent aux exploitants et qui vont nous permettre derrière de créer un lien avec eux et de leur dire on comprend le métier que vous faites, on va vous accompagner, c'est une nouvelle activité, c'est autre chose. Mais nous, on a le retour d'expérience. Aujourd'hui, on sait ce qui fait qu'un projet va marcher, on sait comment le faire marcher. Donc vous connaissez le monde agricole, on le connaît aussi, on comprend vos thématiques, et on va s'inscrire ensemble dans ce mariage et du coup on va se faire confiance. C'est aussi savoir du coup s'adapter à chaque situation. Quand des exploitants ont une année un peu plus compliquée ou autre, c'est arriver à se mettre autour de la table et pas directement dire on est financier, il y avait cet objectif et on n'en déroge pas. C'est dire on est capable du coup d'entendre que cette année-là il va falloir acheter l'ensilage un peu plus cher parce que il y avait un certain contexte. Dans l'autre sens, c'est dire si on a une fosse qui va déborder sur un site, est-ce que je peux prendre un de tes salariés pour m'aider sur l'autre site? Et donc tout ça, en fait, on reste des humains. On est dans un monde agricole qui met les mains dans la boue et ça, faut pas l'oublier. Faut pas oublier d'où on vient. Encore une fois, ce que vient de dire Olivier est très important. Le monde agricole a aujourd'hui une possibilité d'avoir une forte valeur ajoutée. Il la tient et il faut continuer à le développer. Et du coup, faire passer ce message-là aux agriculteurs, on est avec vous, on va dérisquer vos projets, on va aller ensemble dans une relation du coup long terme mais de confiance. On vous comprend et on va pouvoir capter ensemble cette valeur. C'est super important. Et après, il y a le côté toujours innovation. On est dans une filière qui évolue, on en a déjà parlé. Et ce côté-là, toujours rester innovant, toujours rester à l'écoute de ce qui peut se faire, c'est aussi quelque chose de très important et qui, je pense, compte pour les exploitants. On travaille tous les quatre, je pense, avec des exploitants agricoles qui sont des entrepreneurs, en fait, qui ont toujours besoin de nouveaux projets, qui ont toujours besoin d'être nourris intellectuellement. Et du coup, de rester au courant de tout ce qui se passe, c'est important et je pense que ça les fait avoir envie de continuer avec nous et de continuer de travailler avec nous. Tous ces aspects-là, aujourd'hui on travaille sur du CO2, on travaille sur la valorisation du digesta, c'est des thématiques qui leur parlent et ils ont envie d'aller voir plus loin. Donc continuer d'être innovant et de rester ouvert sur toutes ces thématiques, c'est aussi super important dans la relation long terme avec les exploitants. Merci Maxime. Quentin, pour terminer, quoi de mieux pour l'action que de se rendre sur le terrain? Ça a été déjà évoqué par Vincent Tisser. Selon vous, pourquoi c'est si important de faire visiter des unités de méthanisation aux personnes qui hésitent, aux agricultrices, aux agriculteurs qui sont présents dans la salle ou pas? Et en tout cas, pour rendre les choses concrètes. Ouais, alors je crois que c'est quelque chose qu'on propose tous parce que c'est vraiment un point de départ ou en tout cas d'ancrage du projet, que ça devienne du réel. C'est-à-dire que le jour où les agriculteurs qui sont en réflexion vont aller visiter une unité de méta, l'intérêt c'est que peut-être qu'ils en ont déjà vu avant, d'amis ou de voisins qui en ont, mais le jour où ils vont en visiter une en se disant tiens, et pourquoi pas moi, en fait ils vont pouvoir se projeter et ils vont pouvoir commencer à rendre réel leur projet. Avec en général un regard assez critique sur ce qu'ils voient, ça peut être en bien ou en mal, et c'est très bien qu'on puisse finir une visite en disant il y a ça que j'aime bien, il y a aussi ça que j'aime pas, parce que ça permet de construire véritablement son projet. Nous, on pousse aussi beaucoup pour qu'il y ait du temps seul entre les porteurs de projets agriculteurs avec les exploitants, de manière à ce qu'ils puissent parler librement, qu'ils puissent avoir des vrais retours d'expérience sans langue de bois, de dire il y a ça qui marche bien, il y a ça qui marche pas, voilà les complications que j'ai eues, au contraire les bonnes surprises, parce qu'il y en a aussi. Et aussi avec les agriculteurs, que si jamais l'exploitant n'est pas le même que l'agriculteur propriétaire de l'unité, de manière à avoir l'impact global dans la chaîne de la méta, c'est-à-dire quel a été l'impact aussi sur leur ferme en termes de gestion des effluents, en termes de ressources, en termes d'assolement sur les rotations de culture, etc. Donc vraiment, nous on trouve que le fait d'aller voir des méthaniseurs, d'aller en voir beaucoup, de constructeurs différents. Je crois que tous les quatre, on est libre de constructeurs aussi, donc on milite pour que les agriculteurs fassent un vrai choix de constructeurs en fonction de leur technologie, en fonction des appétences qu'ils ont par rapport à leur retour d'expérience aussi et de ce qu'ils auront pu voir.
Ça a été aussi beaucoup dit, mais c'est un mariage humain avant tout. Donc l'humain va être important. Donc la phase de travail avec les constructeurs, avec l'ensemble des intervenants, elle va être assez longue. Donc c'est important que le contact se passe bien. Et donc voilà, on pousse beaucoup pour que ces visites terrain soient accompagnées d'une opportunité de creuser le projet et de lui donner de la profondeur, y compris en se projetant éventuellement eux-mêmes, les agriculteurs, sur leur ferme, en se disant finalement peut-être qu'il y a des choses que je vais pouvoir valoriser que je n'imaginais pas avant ça. Peut-être que j'ai des projets demain de reprendre des terres complémentaires ou une autre ferme. Et finalement, le fait de faire de la méta, c'est un levier qui va me permettre de le faire. Et d'autant plus si je ne le fais pas seul, parce que je vais mobiliser moins de fonds propres, je vais pouvoir avoir plus de valeur ajoutée et du coup aller sur mes propres projets agricoles. Donc on a aussi véritablement cette démarche de l'ensemble du système qui doit être périn dans le temps. Merci Quentin. Avant de passer aux questions de la salle, il nous reste un peu de temps. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter un mot? Là, ce n'était pas préparé. Je les prends par surprise. Je peux juste dire un mot complémentaire. Il y a une phrase qu'on utilise assez souvent quand on va en rendez-vous et vraiment on y croit. C'est globalement, si les agriculteurs vous posez la question de faire de la méta, on vous poussera forcément à en faire avec ou sans nous, peu importe. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est faites-la bien. Parce que de la méta, quand elle est mal faite, elle a une répercussion sur l'ensemble de la filière et avant toute chose, elle a une répercussion pour vous. C'est hyper structurant comme projet. Ça peut très bien être hyper bénéfique. Donc vraiment, on pousse en ce sens. Renseignez-vous et choisissez le partenaire avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Même si vous y allez seul, il n'y a aucun souci avec ça. Évidemment, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ça peut fonctionner. Mais si vous ne le sentez pas, ne le mettez pas de côté et envisagez vraiment cette solution d'un tiers qui va venir vous accompagner dans une formule ou une autre. Mais il y a un peu une nouvelle façon de faire de la méta qui n'était pas celle d'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est 4 bons exemples pour dire voilà, ça peut vraiment bien se passer, y compris si ce n'était pas l'idée de départ. Et c'est une source complémentaire de revenus non négligeable. Avoir des tarifs garantis pendant 15 ans, je pense que dans l'agricole, beaucoup en rêvent. C'est possible dans la méta, donc profitons-en. Ça a été dit aussi, mais c'est entre vos mains. Aujourd'hui, sans agriculteurs, il n'y a pas de méta, en tout cas dans notre vision. Donc restez aux commandes, quoi. Faites de la méta et gardez-en la valeur. Merci à vous 4 pour un grand merci pour être là, pour la clarté et l'engagement de vos propos. Donc on a vu des approches variées, mais avec une même conviction, celle que la méthanisation agricole peut être un levier, je rebondis sur ce que disait Quentin, un levier de transformation et de résilience des exploitations à condition d'être bien accompagné. Donc je propose maintenant qu'on ouvre la discussion avec vous dans la salle. Qui souhaite poser des questions? Qui a une question? Y a-t-il des questions? Je vais vous demander de vous présenter et puis de savoir à qui vous adressez votre question, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Christine Delalier. Je m'adresse à vous tous. J'ai 3 questions. Quel est l'impact à la construction CO2 d'un méthaniseur? Comment est pris en considération l'impact du transport sur les routes communales de la marchandise, aussi l'impact sur le réseau, parce que s'il y a une conduite de gaz enterrée, elle est souvent à côté d'une conduite d'eau et ça pose des problèmes pour les gestionnaires du réseau d'eau. Et comment est prévu, parce qu'on parle d'un changement climatique, qui a certainement avec des températures qui montent, qui a moins de végétation qui pousse, et ça peut poser un gros problème. Merci de votre réponse. Merci à vous. Première question, l'impact du CO2 dans la construction, les émissions de CO2 liées à la construction. Merci Nico pour les différentes questions. Donc l'impact du CO2, on ne le prend pas en compte que pendant la construction, on le prend sur toute la durée de vie du projet. Donc aujourd'hui, tous les 4, quand on développe, on va calculer, en fait, les émissions d'un projet sont calculées par rapport à ce qu'elles auraient émis si on avait été chercher du gaz fossile. Et du coup, dans la globalité du projet, il y a tout l'impact de la construction qui est pris en compte. Donc ce qui est le plus impactant, c'est les bétons.
le fait de produire du béton. Et donc c'est dans la durée de vie du projet qu'il faut voir l'intérêt de la méthanisation et le fait qu'on économise énormément de tonnes de carbone. Moi j'ai un ordre d'idée pour un 100 m3 qui est la moyenne de ce qu'on fait nous sur des projets agricoles, 10 gigawattheures d'énergie par an, on est à moins 3000 tonnes de CO2 économisées par an. Donc sur toute la durée de vie du projet, c'est assez considérable. En ordre de grandeur, c'est environ les émissions de 1500 citoyens par an. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que l'impact de la construction est bien pris en compte dans toute la durée de vie du projet. Sur la partie réseau, peut-être que c'est même toi, Julien, qui est le plus à même de répondre. Il y a Vincent qui voulait compléter sur la partie émissions de CO2. Alors, sur la partie émissions de CO2, je pense que Maxime a bien expliqué la situation. On a un enjeu effectivement environnemental. L'idée, c'est pas de rajouter des unités qui ajoutent au problème, mais l'idée, c'est de résoudre ce problème d'émissions de gaz à effet de serre. Alors effectivement, il y a plusieurs leviers. Économiser, moins consommer, ça en fait partie. Malheureusement, il y a toujours des besoins à satisfaire. On a donc besoin de substituer le gaz naturel par du gaz renouvelable. On a aussi des enjeux, on le voit dans un monde qui se crispe de plus en plus, des enjeux de souveraineté énergétique. Je rappelle quand même qu'en Europe et en France en particulier, on n'a pas d'énergie fossile et certainement, tant mieux, ça nous oblige à être imaginatifs. Et donc la transition énergétique passe par le gaz renouvelable, car on ne peut pas substituer tous les usages électriques par de l'électricité. Donc après, effectivement, les projets, il faut les mener en discussion avec les riverains, les co-construire, pas faire n'importe quoi. J'ai bien aimé ce qu'a expliqué Quentin. Il faut faire des bons projets, c'est-à-dire que les projets qui sont pensés hors sol font du mal à la filière. Aujourd'hui, la plupart des projets qui sont en train de se développer sont plutôt des projets à taille humaine pour aider les agriculteurs, et on sait qu'ils en ont besoin. Donc on est plutôt dans cette logique de bien faire les choses, surtout en France. Pour dire un mot sur la partie réseau, il est prévu en France que dès qu'un maître d'ouvrage va faire des travaux à proximité de réseau, il existe des manières de faire pour venir éviter d'impacter tous les réseaux qui existent dans le sol. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'électricité, ça peut être d'autres fluides. Donc tout ça est bien prévu et bien cadré réglementairement. Et je crois qu'on avait une dernière question qui portait sur le changement climatique, l'impact sur les cultures et sur le transport. Oui. En fait, sur la partie transport, c'est évidemment des choses qui sont prises en compte dans l'analyse du projet, que ce soit sur la quantité de CO2 que ça va produire, mais aussi sur l'impact routier, parce que évidemment, c'est une des composantes importantes du projet. Il faut voir si la matière est déjà roulée, parce qu'elle est déjà existante. Si on parle d'effluents d'élevage, cette matière, elle était déjà emportée d'un point A à un point B. Donc si on la méthanise, on ne change rien en termes de quantité. Sur la partie plutôt changement climatique, il faut voir que sur les projets de méta dont on parle, aujourd'hui, on a, on va dire, deux typologies majeures d'intrants qui vont être des effluents d'élevage. Donc là, il n'y a pas vraiment d'impact, on va dire, c'est des élevages qui existent et qui, on l'espère, vont être pérennes dans le temps. Et la deuxième, ça peut être de la culture intermédiaire à valorisation énergétique, qui sont des couverts végétaux qui vont être implantés entre deux cultures principales et qui sont plutôt là justement pour venir capter un certain nombre de choses dans la terre et faire des retenues. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer ce que demain va avoir comme impact négatif un changement climatique encore plus complet. C'est au contraire, on est là pour aider à valoriser au mieux la terre. Et ce qui est évident, c'est que les agriculteurs qui sont des partenaires ou qui font de la méthanisation, ils sont bien conscients que leur bien le plus précieux, c'est la terre. Donc ils font tout pour que leur terre perdure, et bien au-delà des 15 ou 20 ans que pourrait imaginer un contrat d'achat de gaz. Donc on est bien aligné avec des intérêts agricoles. Merci Quentin. D'autres questions ? Je vous demanderai de vous présenter et de savoir à qui vous adressez votre question. Merci. Alors, Frédéric Guillou, Natran. J'avais une question sur la valorisation du gaz. Je voulais savoir quel était votre positionnement. Est-ce que vous conseillez aux porteurs de projets de méthanisation sur la valorisation, à savoir que du tarif d'achat, ou si sur les CPB, vous avez déjà une position, une capacité à trouver de la rentabilité pour certains des types de projets?
Merci pour votre question. Il y a vraiment deux typologies de projets, les projets neufs et les projets existants, qui conduisent à des réponses très différentes sur ces questions. Je parlais de retournement tout à l'heure, plus particulièrement sur ce sujet-là. Sur les projets existants en cogénération, alors chez Neios, je ne sais pas si c'est partagé, mais on va fortement insister à aller sur des mécanismes de non-obligation d'achat. C'est-à-dire ne pas reconstruire des projets neufs, mais conserver les projets existants pour les transformer en projets avec des prix plus proches des prix de marché, enfin des mécanismes plus proches du marché que l'obligation d'achat. Et ensuite, sur les projets neufs, là, le point est un peu différent. Aujourd'hui, sur les projets neufs, l'obligation d'achat est quand même la voie la plus sécurisante. On parlait de gérer le risque. Le risque de financement est quand même difficile à appréhender et l'obligation d'achat est une belle réponse pour gérer ce risque-là. Donc, mais deux typologies vraiment très différentes. Non, mais c'est pour compléter, parce que tu as dit la majorité des choses à dire, je pense, sur le sujet. Effectivement, les projets neufs, tarifs, il n'y a pas vraiment de débat, notamment sur des installations qui injectent moins de 250 normomètres cubes de biométhane. Sur le revamping d'unités ou sur des projets de très grosse taille, la question se pose. Entre CPB et BPA, on a une problématique de durée aussi des contrats pour pouvoir amortir les nouveaux équipements. Donc, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a mis en œuvre là, dans les mois passés, on s'est plutôt orienté vers des BPA. On est allé voir des industriels, gros consommateurs. Finalement, les industriels quand même, qui pilotent leur centre de profit généralement à court terme parce qu'ils ont des exigences financières, ont du mal quand même à s'engager sur des BPA de 10 à 15 ans. Donc c'est plutôt des fournisseurs qui ont mordu sur des BPA jusqu'à présent, de ce que j'ai pu voir. Et voilà, et sur des prix effectivement inférieurs aux tarifs, mais qui étaient quand même plus intéressants qu'un tarif sur des gros volumes. Donc ça peut se regarder, et ça se regarde d'autant plus lorsqu'on quitte les frontières, parce qu'on a quand même la chance en France d'avoir ce mécanisme, et j'espère qu'il va perdurer. Il est important pour toute la filière, mais c'est pas partout le cas. Avant de te laisser la parole, Maxime, un petit éclairage. Tarifs d'obligation d'achat, ce sont des tarifs garantis par l'État sur 15 ans et qui sont financés par les deniers publics. C'est bien chaque contribuable qui va les payer d'une manière ou d'une autre. Les certificats de production biogaz, c'est un mécanisme nouveau qu'on appelle extra-budgétaire, c'est-à-dire que ça va être plutôt les consommateurs de gaz qui vont le financer. Et c'est une obligation qui est faite aux fournisseurs de gaz d'incorporer certaines quantités d'énergie. Et tu as évoqué les BPA, donc en français Biomethane Purchase Agreement. C'est aussi un contrat de gré à gré comme les certificats de production de biogaz, sauf que la majeure partie du temps, ça se fait avec un consommateur industriel. Et là, il n'y a vraiment pas d'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement au sens réglementaire, comme ça peut être le cas avec les CPB, où il y a une obligation qui est faite aux fournisseurs. Maxime ? Pour compléter, je rejoins totalement ce que disaient mes confrères. On a tout intérêt aujourd'hui à aller vers d'autres mécanismes CPB, et même pour préparer aussi l'après-OA, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les premières injections qui vont finir leur tarif d'achat. Donc commencer à creuser tous ces mécanismes qui sont en train d'être mis en place et qui sont de plus en plus prônés. On a tout intérêt. Il commence à se faire de très beaux partenariats, soit avec des énergéticiens, soit avec des industriels, soit en CPB directement. Donc c'est important de continuer à creuser ces thématiques-là, et pour préparer aussi la filière dans, on ne sait pas, 2, 3, 4, le plus lointain possible, on espère tous, mais pour que l'après-OA puisse aussi être préparé et qu'on puisse revenir. Donc c'est tout l'intérêt de nos différentes sociétés de creuser aussi ces thématiques-là. Vincent Tisser voulait ajouter peut-être un dernier mot, sauf s'il y a une dernière question après. Ouais, je voulais compléter sur les BPA. Effectivement, c'est des contrats de gré à gré, c'est de la négociation. Il y a un risque qu'il faut bien mesurer, c'est le risque volume. Le preneur, donc l'off-taker, doit ensuite pouvoir... Consommateur en français, pardon, par exemple. doit pouvoir vendre excusez-moi, une partie du volume de biométhane de manière certaine. Donc là, il y a une négociation pour éviter de mettre à risque le producteur de biométhane. Et du reste, ça fait partie des services qu'on propose à nos porteurs de projets, de les aider à trouver un acheteur de biométhane lorsqu'il n'y a pas possibilité d'avoir un tarif. Donc ça, c'est une compétence qu'on a intégrée par la force des choses. On est obligé.
Une dernière question? La foule en délire n'a plus de questions. Donc, vous l'avez entendu, hein, il y a des solutions, des partenaires sérieux, engagés, prêts à partager le risque, et c'est important, et la valeur, et à construire des projets solides et durables. Je crois qu'on peut revenir à la slide d'avant. Nos 4 intervenants ne sont pas les seuls sur le marché. Il existe tout un écosystème d'entreprises qui accompagne le développement de la méthanisation agricole sous toutes ses formes, avec ou pas du co-développement et de la partage de risques financier. Donc sur cette planche, voilà, vous avez accès à 3 annuaires qui vous présentent les différents partenaires qui peuvent être là aux côtés du monde agricole. Et puis, dernière planche aussi, mon cher Wilfried, mon cher assistant. Si vous vous posez des questions, si vous avez un projet ou même simplement une idée, allez les voir. Donc à la fin de la table ronde, on est sur le stand C95, le stand GRDF qui est juste derrière. On vous donne rendez-vous. Et puis ici, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être contacté, eh bien, je vous invite à flasher le QR code. Donc prenez contact, discutez. C'est souvent la première discussion qui fait avancer. On l'a dit, c'est un sujet de rapport humain. Merci à toutes, merci à tous et bon sommet.